Bella Ciao redevienne un tube, Jean-Luc Mélenchon? Je trouve ça sympa, c'est une belle chanson communiste italienne. Il y a des gens qui croient que c'est juste le générique de Casa de Papel sur Netflix. Oui. Mais c'est étonnant. Je l'ai vu, il est génial, hein, le feuilleton. Non, là, je vais profiter du moment pour adresser un immense merci, un salut d'honneur à Francis Viala et toute l'équipe de SOS Méditerranée pour leur dire que les Français sont fiers d'eux. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est beau, c'est grand. Et je sais que ça doit être... il me l'a raconté une fois, Viala. C'est terrible, quoi, de voir ça. Et j'ai la honte de penser qu'on a pu abandonner ces pauvres gens. Je me fiche du reste, je vois que ça. Ces pauvres gens abandonnés en mer comme ça, et ballottés entre trois pays qui se disputent. Et pour finir, c'est les Espagnols qui les accueillent. Je signale que l'Assemblée de Corse avait fait la proposition de les accueillir, ce qui est à l'honneur de cette Assemblée et de ses dirigeants. Mais est-ce que vous comprenez l'attitude du gouvernement français dans cette affaire? Est-ce que vous comprenez l'indifférence, le cynisme, une politique qui se déclare et qui s'applique clairement? On ferme les murs. Le dossier de cet immense exil forcé qu'est l'immigration, parce qu'il ne faut jamais oublier que ça, hein, c'est un exil forcé. Les gens ne partent pas la fleur au fusil, tout contents de s'en aller. Hein. Il est complexe, et je veux bien en parler. Mais il y a un moment où la complexité s'arrête devant le devoir d'humanité. Ça veut dire que la France aurait dû accueillir le Premier ministre ou président, M. Mélenchon. On ne laisse pas périr en mer, on ne laisse pas des femmes, des enfants, des jeunes gens mourir. Non, on ne le fait pas. Et accueillir, les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Je vous pose la question. Je ne cesse de vous dire depuis maintenant 3 ans, la vraie bonne manière de faire, c'est de faire que les gens ne partent pas. Donc demandez-vous que faire pour qu'ils ne partent pas. Tous ces gens ne sont pas des inconnus. On sait de quel pays ils partent. Donc voyons dans ces pays ce qu'il faut faire pour qu'ils ne partent pas. Et une fois qu'ils sont en route, vous n'avez pas d'autre choix, à part la cruauté absolue et totale qui consiste à les rejeter à la mer, comme vient de le faire le gouvernement d'extrême droite italien. Hein, ou de faire le bon bourgeois qui regarde ailleurs, comme fait le président de la République française, en attendant que tout ça se règle tout seul. Vous n'avez pas d'autre choix que de secourir les gens. On peut fonder une politique migratoire sur l'hospitalité? C'est une question que je vous pose parce que... Mais c'est pas la question du traitement des gens qui sont réfugiés en mer n'est pas une question migratoire. C'est une question d'humanité, c'est pas la même question. Si vous mélangez tout, ça va pas le faire. Si par exemple vous descendez tout à l'heure en sortant de la maison de la radio et que vous avez quelqu'un qui titube et qui tombe et que vous vous dites d'abord je vais regarder si c'est un immigré ou sinon, et comment je pourrais le savoir, et dans ce cas-là je l'aiderai parce que sinon ça va faire un appel d'air. Vous ne le ferez pas, Ali Badou, ni aucun d'entre vous ici. Mais... vous ferez comme tout le monde, vous précipiterez pour l'aider. Et ben voilà, quand quelqu'un est en mer et va se noyer parce qu'il s'est mis en route, et ben vous pensez à lui, à elle, à ses parents, à ces pauvres gens qui attendent transis d'angoisse de savoir ce que sont devenus leurs gosses, leurs petits-enfants. L'extrême droite progresse dans toutes les opinions publiques, y compris en Allemagne. Comment est-ce que vous gérez le devoir d'humanité et la montée de l'angoisse? S'il suffit que l'extrême droite décide de jeter les gens à la mer pour qu'aussitôt on se dise on pourra en jeter quelques-uns et pas tous pour leur faire plaisir. Et comment vous luttez contre ça? Alors, attendez, je veux d'abord qu'on commence par ça. Il faut arrêter d'agiter un épouvantail sans dire pourquoi on le fait. Pourquoi vous me parlez d'extrême droite? Parce que vous pensez qu'on est d'extrême droite quand on voit que des gens ne se noient pas. Enfin, soyons sérieux. L'extrême droite est renforcée par le fait qu'elle a l'impression, les gens qui votent à l'extrême droite, hein, d'abord, c'est pas très malin de voter extrême droite, on peut aussi le dire. Hein. Deuxièmement, ceux qui éventuellement le font pour des raisons de peur des immigrés, il faut essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Et est-ce qu'ils ont des raisons d'avoir peur? Bien sûr, puisqu'on leur dit qu'ils vont être submergés, qu'ils vont être envahis, que ça va plus être chez eux. Mélenchon. Mais c'est normal que les gens aient peur. L'Allemagne a accueilli 1 million de migrants. L'extrême droite était depuis des années très basse. Et depuis que l'Allemagne, sous l'impulsion de Mme Merkel, a accueilli 1 million de migrants, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des nazis là-bas. Hein. N'y a-t-il pas néanmoins un lien entre l'afflux de migrants qu'on peut ou non approuver et la montée de l'extrême droite? Jean-Luc Mélenchon. Alors, écoutez, je ne peux mieux vous répondre qu'il faut traiter le problème. Faire comme s'il n'existait pas est irresponsable. Et s'enfermer dans « est-ce que j'accueille tout le monde ou je veux personne ?» c'est pas une réponse politique. Donc la réponse politique, c'est les gens ne doivent pas partir. Prenons comme exemple l'Allemagne. Ils ont vu arriver des milliers et des milliers de gens. Qui sont ces gens? C'est pas des inconnus, c'est pas des Martiens, c'est pas des Luniens. Ce sont des gens qui viennent de Syrie. Pourquoi ont-ils quitté la Syrie, pays magnifique? Parce qu'il y a la guerre. Donc il faut arrêter la guerre. Donc on peut prendre des mesures pour arrêter la guerre.
pas la continuer, continuer à payer les bandes armées islamistes comme on est en train de le faire. Il faut les accueillir. Lorsque le problème se pose, il faut agir. C'est ce qu'a fait Mme Merkel. Donc de ce point de vue, au moins, vous l'approuvez. Et on voit le résultat aujourd'hui. Non, mais bon, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire que comme elle a accueilli, pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer ici, l'immigration syrienne, je veux dire, elle a fait une bonne affaire. Hein, parce que ceux qui arrivaient là, c'est des gens formés, éduqués, qui ont appris en un temps record à s'insérer. C'est des médecins, des ingénieurs et le reste. Pour les Allemands, qui sont une population vieillissante, c'est une affaire en or, hein, cette immigration. Il faudrait peut-être arrêter de raconter des salades sur les gens qui arrivent. Ce sont des gens courageux, dévoués, qui se sont mis au boulot aussitôt. Bon, mais c'est pas juste de dire parce qu'ils sont entrés, alors ça a donné le vote d'extrême droite. Parce que en Allemagne, le terreau de l'extrême droite a toujours été fertile. Et il a été exploité, entretenu. Bon, voilà, quand vous avez un docteur Schauble qui parle comme il parle de l'Europe du Sud, quand vous avez une Madame Merkel qui appelle Club Med l'Espagne, le Portugal et la Grèce, et des fois aussi l'Italie et la France, vous vous étonnez qu'il y ait dans une société pareille, ensuite, des réflexes d'une arrogance incroyable, de mépris pour les autres. Non, c'est les chefs les premiers qui ont ouvert la voie, les premiers de cordée qui ont été les premiers à injurier. Voilà la vérité. Mais aujourd'hui, à un an des élections européennes ou à peu près, qui a marqué des points cette semaine? C'est l'eurosceptique Matteo Salvini qui a marqué des points, ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui est plutôt très européen, voire certains le traitent d'européen? Même bête, même pelage, c'est tout du pareil au même. L'un qui vous explique, bon, on va continuer parce qu'il faut défendre l'Europe. Alors, puisque c'est comme ça, allez, tout le monde se serre la ceinture joyeusement, parce que c'est ça leur Europe. Et puis de l'autre côté, une bande d'illuminés, complètement aveuglés de haine et de racisme. Et nous tous, les gens raisonnables, on devrait choisir entre la peste et le choléra. Non, on essaye d'ouvrir une autre voie. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, les gens en veulent ou en veulent pas. C'est pas la première fois que mon camp perd une grande bataille. Hein. La dernière fois, ça a donné une guerre mondiale. Ben, les gens, si vous en voulez une autre, ben, recommencez. Oui. Soutenez les Ukrainiens qui sont des nazis. Soutenez votre fichu modèle européen qui jette tout le monde dans les votes d'extrême droite. Et puis, à la fin, vote d'extrême droite. Et puis, vous aurez à nouveau une guerre. Mais c'est l'histoire, ça, les amis. Personne, il n'y a pas de baguette magique ni de solution miracle qui part d'un point A et vous amène à un point B tranquillement. Non, nous sommes tous responsables de la vie que nous allons nous faire. Ceux qui votent à l'extrême droite ne doivent pas s'étonner d'avoir la pagaille derrière. Ceux qui votent pour l'Europe libérale ne doivent pas s'étonner de voir de la haine semée partout. Et puis ceux qui veulent essayer de trouver un chemin raisonnable, eh ben, ils font avec moi ce qu'on peut, quoi. Et vous leur donnez rendez-vous dans un an. Vous avez toujours été sceptique par rapport à cette construction européenne. Est-ce que vous pensez que c'est un moment où l'Union européenne peut imploser? Et au fond, est-ce que vous le souhaitez en disant il faut reconstruire autre chose? C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai été plus que sceptique. J'ai mis du temps. Parce qu'au départ, j'ai réellement, sérieusement adhéré à la formule. J'ai réellement cru qu'on pouvait y arriver. J'avais la mentalité, genre 19e siècle. Hein. On unit, on enlève les frontières et ça finira par créer un État. C'était le Zollverein qui a fait l'Allemagne. J'ai réellement cru ça, et j'ai voté oui au traité de Maastricht. Et en 2005, on nous a ramené toutes les copies ensemble, on les a mis collées toutes ensemble, ça faisait le traité de Lisbonne. Alors là, terminé, j'ai dit non, maintenant j'ai vu. Et je pense qu'en politique, le plus important, c'est d'être capable d'autocritique, de réfléchir aux conséquences des actes qu'on a posés. Mais je dois être le seul dans ce genre-là, parce que les autres, ça fait 30 ans qu'ils font n'importe quoi, et ils continuent, et ils en sont fiers. Ce qui est quand même incroyable. Il n'y en a pas un qui se dit, mais alors peut-être qu'on est sur le mauvais chemin. Regardez le monsieur Macron. Qu'est-ce qu'il propose? Les formules complètement creuses que les socialistes avaient proposées avant. Alors, un Parlement européen, il y en a déjà un, ça fera deux. Un budget pour l'Europe, il y en a déjà un, ça en fera deux. Etc., etc. Et tout ça, il appelle à réformer l'Europe. Mais est-ce qu'il comprend que c'est pas le sujet? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'harmonisation sociale, c'est l'harmonisation fiscale, c'est le fait qu'on crée des frontières à l'extérieur de l'Europe et qu'on fasse du protectionnisme solidaire, qu'on arrête d'être collé avec les Américains dans toutes les guerres. Voilà, c'est ça le sujet. Il ne le comprend pas. Donc, ça finira mal. Alors, est-ce que Madame Fressoz, à partir de là, je souhaite que ça finisse mal? Mais non. Dans ce que je raconte, moi, en permanence, si on m'écoute avec soin, il y a quelque chose de central, et j'ai pas peur de le dire, c'est la nation française. Son poids, son rôle, sa capacité à proposer des choses. Oui, voilà, c'est là. Donc je ne souhaite pas la pagaille en Europe. Je souhaite qu'on écoute les Français. Et les Français ont quelque chose à dire. Ce mode de vie à l'allemande ne nous mène nulle part. C'est un mode de vie pour les vieux qui ont des rentes,
qui ont besoin d'un euro très fort pour pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent et de salaires bien bas pour que ça fasse des dividendes pour se payer les retraites par capitalisation. Ce modèle-là est mort. Alors bien sûr, les Allemands ont réussi. Ils ont annexé quasiment tout leur hinterland, à commencer d'abord par l'Allemagne de l'Est. Il n'y a plus une usine tchèque en Tchéquie, tout est allemand. Ça, c'est très réussi. Donc et maintenant, attendez, Madame Merkel est le premier adversaire de la construction européenne. Elle et les gouvernements de droite allemands. Aujourd'hui, les Allemands font plus de commerce avec la Chine qu'avec la France et avec les autres pays européens. Donc l'Allemagne est juste au point où elle peut s'émanciper de l'Union européenne parce qu'elle n'en a plus besoin. Voilà la vérité. Et si vous ne regardez pas, vous ne comprenez pas que l'histoire est faite de volonté de puissance et que les Allemands, les gouvernements allemands de droite n'ont jamais cessé un seul jour d'être animés par la volonté de puissance et le mépris de leurs voisins, alors vous ne comprenez pas l'histoire européenne. C'est la tradition, Jean-Luc Mélenchon. Votre portrait, il est signé Karine Bécard. Jean-Luc Mélenchon, si je dois résumer votre première année passée à l'Assemblée, parce que l'ancien sénateur de l'Essonne n'avait encore jamais été élu député, bref, si je dois résumer votre première année à l'Assemblée, je dirais que tous vos combats, certes, n'ont pas été gagnés, loin de là, mais en 12 mois, vous n'avez pas tout perdu non plus, parce que ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous qui êtes arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est pas vous, Jean-Luc Mélenchon, qui aurait dû devenir le premier opposant à Emmanuel Macron. Seulement, avec ce verbe haut et cette façon que vous avez d'être à l'attaque sur tous les fronts, vous avez su mécaniquement vous imposer et aujourd'hui, personne ne peut vous le contester. Belle revanche, en tout cas, pour le jeune trotskiste que vous avez été, qui a passé 32 ans à essayer d'exister au Parti socialiste et qui a été sacrément malin en prenant il y a 10 ans son propre destin en main. Le problème, c'est que ce titre d'opposant en chef, évidemment, ne vous suffit pas. À vous, l'ex-gamin de Tanger, expédié à 11 ans dans le pays de Caux et qui, sans s'y attendre, a été traité de bico. Vous restez un révolté, un insoumis, pas facile à réfréner, et vous étiez persuadé, Jean-Luc Mélenchon, de tout de suite pouvoir bousculer le président Macron. Sauf que cette vague humaine que vous avez plusieurs fois annoncée, qui devait commencer par défiler avant de tout emporter, cette vague-là, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas déferlé. Sans doute parce que faire converger les luttes, comme vous dites, eh bien cela ne se décrète pas. Maintenant, au bout d'un an, votre difficulté, c'est comment continuer à promettre de tout renverser sans prendre le risque de lasser et sans finir par vous décrédibiliser. Peut-être en acceptant, comme là au printemps, d'agréger d'autres gens pour donner l'impression au moins d'étoffer votre mouvement. Donc c'est vrai, vous avez essayé, mais à 66 ans, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas changé. Quand vous êtes un peu trop entouré, très vite, vous vous sentez menacé. Jean-Luc Mélenchon. Vous vous sentez menacé. Menacé par ceux qui vous entourent de trop près, qui pourraient... Ah non, je me sens plutôt menacé par ceux qui ont essayé de m'assassiner. Ces types d'extrême droite là-bas de Marseille. Non, les gens, non, j'ai bien fait mon boulot, parce que là, il manque des choses dans votre portrait. Nous sommes passés du singulier Jean-Luc Mélenchon, candidat, et on disait il est tout seul. Maintenant, tout le monde voit les 17 membres de ce groupe, et je crois qu'il soulève plutôt de l'admiration. Il y a des magnifiques personnalités, et je suis maintenant certain que mon combat ne s'arrêtera pas avec moi. Il y en a même un dont on dit qu'il est votre rival. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein. Bon, donc ça, c'est extrêmement réconfortant. Arrivent les élections européennes, encore une équipe qui va apparaître. Le groupe parlementaire est le plus amendant, le plus proposant de tous les groupes, le plus présent. Le mouvement La France Insoumise enregistre 1000 adhésions par mois. Il est présent partout. En ce moment, à cette heure, il y a une votation citoyenne à Toulouse-sur-Lot. Non. Alors, évidemment, nous n'avons pas conquis le pouvoir, mais enfin... Et madame, écoutez, on fait aussi bien qu'on peut. Ni arrêter la grève à la SNCF. Et j'estime que c'est très positif. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'est pour nous. Est-ce que vous avez des regrets ? Toujours. Dans cette année d'opposition ? Pas tant que ça, parce que finalement... Toujours, on a dans une vie, la mienne est longue, hein, j'ai donc vu beaucoup de choses. J'ai été confronté, j'ai vu deux mondes disparaître. Le monde de la période de la colonisation et puis le monde de Yalta. Ces deux univers ont disparu sous mes yeux. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut vous parler de la fragilité des constructions humaines, hein, ça va, je suis au courant. Alors, évidemment, on a des regrets ici, là, on aurait dû faire comme ci ou comme ça, mais bon...
je ne regrette pas d'avoir cru sérieusement que le mouvement socialiste et le programme commun pouvaient changer la vie. J'ai pas de regret. C'était ça qu'il fallait faire, qui était utile. J'ai pas de regret d'avoir été enfant de cœur à 9 ans, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais dans cette année passée dans l'opposition... Et des années passées dans le trotskisme, 3... J'ai une dette et une reconnaissance pour toujours avec eux, parce qu'ils ont mis de l'ordre dans ma tête. Et ils m'ont aidé. Alors là, sur l'année qui vient de s'écouler... Sur votre bilan. Mais ça, alors, attendez, tout va bien. Monsieur Mélenchon. Non, là, c'est un succès extraordinaire, parce que non seulement il y a ce que je viens de vous dire, mais surtout, si vous voulez bien vous rappeler, on a démarré, mais écrasé. Vous avez l'amabilité de me rappeler que c'était pas moi le deuxième, hein, c'était 4e. On démarre avec un groupe, on n'est que 17 alors qu'on aurait dû être bien plus, puisque grâce au Parti communiste, dans 45 cas, nous n'avons pas été présents au 2e tour. Et ce groupe s'est imposé, il a été capable d'être dans l'Assemblée et dehors. Oui, mais vous n'avez rien arrêté. Attendez. La réforme SNCF, elle passe, les ordonnances travail, elles passent. Oui, mais ça, c'est la vie. Nous avons au moins... Non, mais attendez, laissez-moi d'abord vous dire que nous ne sommes pas dans les logiques qui sont les vôtres. C'est-à-dire, notre but dans la vie, c'est pas de prendre une part de marché. Non, mais là, c'est pas une part de marché, c'est arrêter les réformes. Nous menons des luttes et nous avons pour nous la patience de l'histoire. Nos prédécesseurs nous ont appris cette patience. Les choses se font à leur rythme. Et comme nous sommes des démocrates, nous ne croyons pas aux coups de force, à la guérilla urbaine ou des choses de cette nature. Nous croyons aux élections. Donc on perd une élection, on attend la suivante en préparant les esprits, en participant aux luttes. Donc on l'a fait. Et surtout cette année a vu une évolution extraordinaire. Si vous voulez bien regarder qu'au point de départ, toute la bonne gauche officielle, la gauche comme on dit, hein, me déteste. Ne veut pas me voir, ne me parle pas, me traite comme un extrémiste, comme un... Bon bref, on ne parle pas avec un gars comme moi, c'est bien connu. Par contre, Podemos, en Espagne, ça, ils admirent, hein, que la formule France Insoumise soit beaucoup plus avancée, la plus avancée du monde, qu'on vienne de tous les pays, regardez comment on s'y prend, comment on se fait, ça les intéresse pas. J'étais donc réputé, avec mon groupe, être tout seul. Et nous avons subi d'abord une rude défaite, et je le redis, le bouleversement du Code du travail a été une défaite pour le mouvement ouvrier. Une défaite la plus lourde subie depuis au moins 40 ou 50 ans. Monsieur Mélenchon, est-ce qu'il y a eu des victoires après cette défaite ? Pas tous en même temps. À partir de là, nous avions un problème de stratégie. Comment faire ? Puisque personne ne veut parler avec nous, sauf pour nous injurier ou nous demander de changer de notre ligne, que faire ? J'ai donc dit, il y a 2 verrous à lever. 1, décloisonner entre mouvement social et la politique, et 2, la division syndicale. Les 2 verrous se sont défaits dans la période récente. Oui, mais pas terrible. Premièrement, vous avez eu un accord. Pardon, attendez, on va venir aux lamentations et aux flagellations. Mais d'abord, commençons par ce qui est positif. Hein, ce qui est positif, c'est que il y a eu la marche, dont on me dit ça n'a pas été un raz-de-marée, j'en conviens, mais ça a été une marée. Et c'est surtout pour la première fois un appel conjoint des politiques, des organisations syndicales et des associations. Et depuis, ce qui a bougé dans le tableau, c'est la position de Force ouvrière, qui était calée, adossée au gouvernement, et où la nouvelle direction de Force ouvrière est dans une relation syndicale ouverte à l'égard de tout ça. C'est beaucoup de choses qui ont changé, et changé du bon côté. Donc prenons le temps de voir. Et c'est ça qui m'a amené à parler rien ne vous désespère, justement. Alors la SNCF, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Allez-y. Eh bien, Françoise Fressoz. Les ordonnances travail, vous n'arrivez pas à les freiner. La réforme de la SNCF, elle passe, elle est votée, vous n'arrivez pas non plus à la freiner. Donc, est-ce que Macron n'a pas marqué le 2e point social en ce moment ? Je ne crois pas. Si c'était le cas, je le dirais. Je vous ai donné la preuve que j'étais capable de regarder en face une déconvenue. Je l'ai fait pour le Code du travail. Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que, non seulement en cours de route, on lui a quand même arraché 3-4 poignées de plumes. Je vous rappelle que l'incessibilité des actions de la SNCF, c'est un amendement de la France Insoumise, rejeté avec horreur au premier tour, hein, mais quand c'est revenu en passant par le Sénat, il a bien fallu qu'ils se le mangent. Bon, c'est pas une garantie totale, hein, je préfère le dire. Ils nous ont fait la même chose avec le gaz, ils ont marié le gaz de France avec Suez, et ça a donné une boîte privée, et terminé. Bon, voilà pour ça, on lui a pris ça. On lui a pris le fait qu'il est obligé de passer une partie de la dette. Moi, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, mais enfin... Après, pour le reste, c'est la lutte, Madame Fressoz, que voulez-vous que je vous dise ? Il a des forces considérables de son côté, médiatico-social, énormes. Et les cheminots ont mené leur lutte. Et pourquoi il n'a pas marqué le point ? Parce que les cheminots n'ont pas baissé les yeux. Parce qu'ils ont défendu leur dignité. Parce que des millions de gens se sont identifiés et s'identifient à cette heure à la gloire de la lutte des cheminots, qui est une catégorie du monde ouvrier qui est centrale dans la défense de la République. Et voyez-vous, ça, la dignité gagnée, et le dégoût
la rage qui s'exprimera par des bulletins de vote, vous le verrez. Ça, le point, il est pour nous. Monsieur Macron n'a convaincu personne. Et ce qu'il a fait que le train marchera moins bien après qu'avant. Si bien que quand nous serons au pouvoir, on rétablira la seule chose intelligente qu'il y a à faire avec le rail, c'est le monopole. Parce que le rail est un monopole, comme les autoroutes, c'est un monopole de fait. Vous ne pouvez pas faire circuler à la même heure 2 trains sur les 2 mêmes rails, c'est impossible. Ni non plus mettre plus qu'un certain nombre de bagnoles sur la seule autoroute qui existe. Puisque par ça conséquent, cette décision aberrante Mélenchon, qui a conduit à des désastres dans tous les pays d'Europe, arrivera un désastre en France. Et il faudra réparer, que voulez-vous, je le ferai. Puisque ça se décidera par le vote, venez-vous de dire, est-ce que quelqu'un d'autre, pour la grève, il faut continuer. Est-ce qu'elle est encore utile dès lors, après ce que vous venez de dire et les résultats qui ont été obtenus? Est-ce qu'il faut continuer à faire la grève? Doit se poursuivre. Est-ce que la grève doit se poursuivre? Mais ça, il faut le demander aux cheminots. Mais vous, quelle idée? C'est pas moi, chef du syndicat. Déjà, je vous trouve un peu gonflé de venir me dire vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas écouté. Nous, on est la minorité dans l'Assemblée. On s'est battu d'un bout à l'autre. Mes 3 camarades, Coquerel, Corbière et Caténas, ont fait les magnifiques conclusions qu'il fallait faire. Ils ont parlé pour la colère ouvrière. On a fait notre part du travail. Que chacun prenne la sienne. Puis c'est les syndicats qui décident. Moi, je vais pas depuis ici, votre studio, dire allez les gars, faut faire ci, faut faire ça. C'est pas de ma paye dont on parle. C'est eux qui ont perdu 32 jours de paye. Hein. Bon, donc, est-ce qu'ils doivent continuer? Ils le savent. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que les gens n'ont pas baissé les yeux. D'accord? Dans l'affaire du Code du travail, la masse des Français, ou bien n'a rien compris à l'affaire, ou a considéré que ça valait pas la peine de se mettre en mouvement. Beaucoup de gens se sont mis en mouvement, pas assez. Là, tout le monde s'y est mis et personne n'a baissé les yeux. C'est très important. C'est quelque chose qui reste, qui est plus fort que, la colère du moment et même des fois le désespoir, faut bien l'admettre. Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Questions politiques ce dimanche. Est-ce qu'il y a un bonheur à être dans l'opposition? Il y a un bonheur à vivre. Et il faut savoir le trouver, c'est pas toujours évident. Bon, j'ai exercé des responsabilités, j'en connais le goût. Hein. Clairement, je préférerais gouverner le pays que d'être l'opposant. Hein. Parce que je vois trop tout ce qu'il y a à faire. Et puis surtout, le moment historique extraordinaire qu'il y a devant nous. Le monde est en train de se réorganiser. Je parle du monde politique, de la géopolitique. C'est le moment de sortir les cartes françaises. Et d'y aller. Alors, on a un gars, là, qui n'a pas trop idée. Comment, justement? Expliquez-nous votre stratégie politique, parce qu'on retient souvent des coups de menton, on retient souvent... Oui. Qu'est-ce que c'est le Front populaire que vous avez défini? Il faut me lire un peu, parce que quand je me donne le mal, j'écris 15 bouquins, ça vaut la peine. Je dis pas qu'il faut lire les 15. Régulièrement sur votre blog. Non, mais oui, déjà, le blog, c'est 10 fois trop long, mais ça m'aide à penser le crayon à la main et à mettre mes idées en ordre. Donc, il y a le blog, il y a la revue de la semaine, j'ai beaucoup d'outils. Mais le plus important, c'est de bien comprendre que la géopolitique commande la politique et que la politique commande l'économie. L'économie va d'un côté ou de l'autre, suivant les règles politiques qui sont posées. Donc, quand en géopolitique, les choses changent, tout va changer derrière. Le grand événement, aussi important que la décision de 1971 où les Américains ont décidé qu'ils ne donnaient plus aucune contrepartie matérielle à leur monnaie, qui est un événement inouï, qui leur donne le droit d'imprimer des milliards de dollars tant que ça les amuse. Là, il y a un événement de même ampleur, parce que ce premier événement a créé le capitalisme financier de notre époque. Monsieur Trump, qui n'est pas un fou, contrairement à ce qu'on dit, réclame pour les États-Unis d'Amérique le droit de reconstituer leur base productive, et il le fait sur la base d'un protectionnisme sauvage. Et on l'a vu encore la semaine dernière au Canada à la réunion du G7. Voilà, donc il n'est pas parti à cause du communiqué de Trudeau, ça c'est un prétexte, le communiqué de Trudeau. Il est parti parce que c'est ça qu'il réclame. Les États-Unis sont en très grand danger, compte tenu de la masse d'argent qui circule et de leur faible capacité productive. C'est une économie de service, les États-Unis. Il y en a un paquet là qui doivent revenir sur Terre. Hein. Les économies de service, ça marche pas sans une économie productive derrière. Mais l'économie productive, elle est où? Elle est en Chine, essentiellement, et dans l'Asie. Et pendant ce temps-là, en Asie, une organisation se constitue, je crois que ça s'appelle je sais plus quoi, l'organisation qui est à Shanghai, où vous avez les Russes, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, et puis toute la zone. 60% de l'Eurasie, 20% de la richesse du monde. Autrement dit, le monde est en train de se réorganiser. Alors, pour un gars comme moi, bonne affaire. Pourquoi? Tout cela devrait Mais moi, je suis un indépendantiste. Je crois que c'est pas parce qu'on est 65 millions qu'on n'est rien, même si on est confronté à des milliards d'autres. D'abord, faut arrêter de se penser en compétition avec tout le monde. La coopération, ça existe aussi. Les Chinois ne sont pas des ennemis, les Russes ne sont pas des ennemis. Pourquoi avoir des ennemis, des adversaires partout?
se dire il faut faire plus, mieux que... Non, ça va, on s'organise, les uns savent faire une chose, les autres savent faire une autre, ça s'appelle la coopération. Mais c'est vrai que vous désignez régulièrement des ennemis, quand on vous entend, quand on entend vos discours, régulièrement vous désignez des ennemis, dans le corps social par exemple, au sein même du peuple français. Où ça, des ennemis ? Ah oui, d'accord. Non, mais je parle des relations internationales. Dans les relations internationales, quel est l'ennemi d'un Français ? Quel est l'ennemi ? Celui qui veut dominer les Français. Quiconque veut dominer les Français devient un adversaire. Alors aujourd'hui, c'est les Américains qui nous entraînent dans leur guerre, leur machin, et qui ont imposé au reste du monde. Donc, ce sont nos adversaires principaux. Est-ce que vous pensez Attendez, il y en a d'autres dans la liste. Attendez, mais pour un indépendantiste, moi voilà ma ligne, je suis un indépendantiste français. Voilà. Oui, mais donc je suis pour que la France soit indépendante, c'est-à-dire pour qu'elle puisse décider elle-même. Est-ce qu'il faut remettre des droits de douane ? Est-ce qu'il faut rentrer dans la course au protectionnisme imposée par Trump ? Non, arrêtez. La course imposée par Trump et par le diable lui-même, sa sœur et son cousin. Non, si on commence par poser les termes du débat comme ça, autrement dit, si vous êtes protectionniste, vous êtes trumpiste. Ah ben non, excusez-moi, peut-être que c'est Trump qui fait du mauvais Mélenchon, parce que protectionniste, je suis depuis plus longtemps que lui. D'accord ? Pardon, moi je parle de protectionnisme solidaire. Ça veut dire que on entre dans une logique où on coopère. On dit, je vous dis à vous, monsieur Alibadou, ben vous savez faire les panneaux photovoltaïques, vous exagérez, vous en avez inondé mon marché, je peux plus en faire. Donc, écoutez, ça peut pas se passer comme ça. Nous aussi, il faut qu'on arrive à en produire. Et on discute comme ça. On va mettre les droits de douane, suivant les endroits, ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut développer, etc. On discute, on coopère. Pas, on ouvre portes et fenêtres, tout le monde fait ce qu'il veut, et à la fin, on verra qui a survécu. L'appareil économique français à lui seul, l'appareil économique français à lui seul, monsieur Mélenchon, est de taille à résister, à lutter contre l'impérialisme américain que vous venez de décrire. Pourquoi ne parlez-vous jamais d'Europe dans ce domaine, alors qu'il existe une construction européenne et que c'est une force économique bien plus puissante que la France à elle seule ? Écoutez, d'abord, j'en parle de l'Europe. Il n'y a que moi qui en parle. J'écris, je parle, je raconte comment on s'y prend. Bon, faut arrêter de dire. Bien sûr, l'Europe pourrait... Mais moi aussi, je pourrais être grand, beau et fort, c'est pas le cas. Bon, eh ben l'Europe, elle pourrait être autre chose que ce machin pourri qui opprime les peuples, qui détruit tout, qui interdit l'harmonisation sociale, qui interdit l'harmonisation fiscale, qui met aucune frontière à la porte et qui est le wagon plombé des États-Unis d'Amérique dans l'OTAN, parce que c'est ça l'Europe. Donc ce n'est pas la solution. Si, eh ben écoutez. Telle qu'elle est là, alors comme ça sert plus à rien de dire tel que, après on fait rêver les gens sur des choses qui n'existent pas. Ce machin-là ne marche pas, ne peut pas marcher et nous conduit à une catastrophe. Tout le monde le dit maintenant, sauf que moi j'ai le courage, moi j'ai le courage d'appeler les choses par leur nom. Je dis il y a un plan A, où vous écoutez ce qu'on vous dit, et on peut discuter, ou vous n'écoutez pas, et alors on va s'y prendre autrement. Mais regardez, que dit M. Macron ? Il dit il faut réviser les traités, donc ça veut dire que les traités actuels, il faut en sortir. Regardez ce que dit M. Hamon, qui propose des choses tout à fait extravagantes. Il propose une constituante, regardez ce que dit l'Europe Écologie Les Verts. Il dit le problème, c'est pas ce que raconte Mélenchon, c'est que nous, on n'a pas de position. Et il a eu une trouvaille extraordinaire, il dit il faut... désobéir à l'Europe. Ah ben très bien, ça fait 3 ans qu'on l'écrit et c'est le sujet d'un des livres de Jacques Généreux. Tout le monde le dit, ça ne peut plus durer comme ça. Alors il est peut-être venu maintenant le moment d'écouter ce que racontent les gens qui proposent de faire autre chose, non ? Est-ce que vous pouvez définir votre indépendantisme ? Parce qu'on ne se dit plus aujourd'hui indépendantiste, c'est du souverainisme. C'est du souverainisme. Ah ben oui, mais ça dépend ce qu'on met dans le mot souverainisme. Vous savez, ils sont habiles les ennemis. Ils prennent les mots et puis vous les transforment en autre chose. Par exemple, Hollande a pris le mot socialisme et il a fait croire que sa triste soupe, c'était du socialisme. Donc vous êtes souverainiste. Bon, alors, le souverainisme de quoi ? Il y a des gens qui pensent que le souverainisme, c'est d'abord un souverainisme de type nationaliste. C'est-à-dire, on aurait une espèce de essence française qui nous rendrait supérieurs aux autres. C'est pas ce que je raconte moi. Moi, je suis pour la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, les gens décident avec des bulletins de vote et personne n'a le droit de décider à leur place. Et quand ils ont décidé quelque chose avec les bulletins de vote, on obéit. C'est-à-dire que quand on a voté non au traité de 2005, on ne fait pas comme si les gens avaient dit oui. Bon, et quand les gens disent nous voulons l'Europe sociale, on ne fait pas comme s'ils avaient dit nous voulons l'Europe de la compétition. Donc qu'est-ce que l'indépendantisme ? Comprenez le mot. Le mot, ça, quand vous êtes indépendant, c'est que vous décidez vous-même. Eh bien, vous décidez vous-même comment ? Par la souveraineté du peuple. Donc, on ne peut pas être pour la souveraineté du peuple si on n'est pas en même temps pour l'indépendance. Mais l'indépendance ne vous interdit pas de coopérer. Ça vous interdit pas de coopérer, c'est le contraire. Ça vous permet au contraire de savoir ce que vous faites. Aujourd'hui, vous avez une forme
de coopération contrainte. Il ne faut pas croire que Bruxelles existe autrement que parce que les États-nations ont signé. Ils ont signé le CETA, hein, d'accord? Ils nous l'imposent de force. Ils n'osent même pas demander aux Français ce qu'ils en pensent. Les travailleurs détachés, tout le monde est là à lever les bras au ciel. Mais je vous rappelle qu'avant qu'il y ait le statut de travailleur détaché, des gens circulaient dans toute l'Europe et bossaient. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'on a inventé le statut de travailleur détaché et qu'on prévoit qu'ils payent leurs cotisations dans les pays d'origine. Et M. Macron a beaucoup remué bras et jambes et à la sortie, qu'est-ce qu'il y a? Il continue à payer les cotises dans les pays d'origine. Donc cette Europe crée la pagaille. On reste et dans l'Union européenne. Et le nationalisme. Donc, non, pas la parole circule et on va entendre Françoise Fressoz. On sent que vous avez un projet pour l'Europe très affirmé. Oui, dans lequel la France existe et elle n'a pas honte d'être elle-même. Qui comptez-vous Pardon, entraîner... Madame Fressoz, je vous ai interrompu parce que je voudrais vous dire que souvent, j'ai un peu la rage de voir qu'on fait des reproches à l'Europe, tout simplement parce que les dirigeants français, qui sont des petits bonshommes, ont jamais osé élever la voix. Et que Madame Merkel, elle, a pu faire ce qu'elle voulait, et elle avait raison de le faire, parce qu'elle avait en face d'elle des gamins qui n'ont jamais osé lui tenir tête, que ce soit François Hollande ou quelques autres. Jamais il n'aurait dû s'abaisser à dire « Écoutez, les Français ont voté une chose, mais on va faire autre chose, madame, on fait comme vous voulez. » Eh bien, cette femme, elle a fait son boulot. C'est les nôtres qui n'ont pas fait leur travail. Par exemple, on dit l'Europe n'est pas laïque. Quand est-ce qu'on a proposé que la laïcité soit dans la Constitution européenne? Quand? Jamais. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour être un petit peu la véritable interlocuteur d'Angela Merkel, il faut aussi que nous, on soit irréprochables. Or, financièrement, le niveau de notre dette, le niveau de notre déficit public ne nous permettait pas de parler d'égal à égal. C'est une école, il y a une dame qui est... Mais Madame Merkel... On a signé les traités de Maastricht, donc il faut qu'on les respecte, ces critères de Maastricht, ou pas? À partir de là, on se met effectivement en porte-à-faux. Oui, mais alors tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Prenons un exemple. Les Allemands ne les ont pas respectés. Ils font des excédents. Normalement, c'est interdit, les excédents. Pourquoi? Parce qu'on le fait sur le dos des autres. Ils ont fait des excédents sur les dos des autres, en amenant des pièces qu'ils avaient dans tout le reste de l'Europe, à bas prix chez eux, pour faire du Made in Germany, hein, avec un coup de tampon dessus, sur le travail des Tchèques, des Polonais, des Hongrois et le reste. Donc, l'Allemagne ne respecte pas les traités qu'elle a signés. Et personne ne lui demande jamais rien. Quand les Allemands ont décidé qu'un mark de l'Est valait un mark de l'Ouest, tout le monde est passé à la caisse. Parce que c'est nous, le Club Med, qui avons payé pour eux. Parce qu'ils ont dû monter les taux d'intérêt et les Français ont dû monter leurs taux d'intérêt alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc le gouvernement allemand a froidement, cyniquement, à chaque étape, a fait son profit sur le dos de la médiocrité de ses partenaires. Et bien s'ils avaient eu des partenaires qui leur auraient dit « oh là, vous exagérez, là, ça ne peut pas se passer comme ça », bon, et ben voilà. Non, nous, c'est l'inverse. On prétend qu'on va payer encore davantage. On est à 7 milliards contributeurs nets. On donne 7 milliards de plus qu'on prend. La PAC va changer cette année. Par conséquent, les paysans français vont être plus misérables. Quel intérêt on a à rester dans un machin pareil? Il nous reste très peu de temps, Jean-Luc Mélenchon. Comment envisagez-vous la suite de la lutte? Ça fait 1 an que vous êtes dans l'opposition, 1 an qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il en reste 4. Oui, disons, on l'a déjà mis dans un bel état en 1 an. Parce que quand vous regardez ces sondages, maintenant, tout le monde a... Alors, d'abord, les sondages catastrophiques pour lui. Deuxièmement, tout le monde a compris... Mais ce sera toujours la stratégie du jusqu'à hier, c'était le président des riches. Nous, on a quand même réussi à faire comprendre ça aux gens. Tout le monde est d'accord. Maintenant, il nous reste à faire comprendre que c'est l'ennemi du peuple. Là, il a bien commencé avec son histoire sur les aides sociales. Là, son profil est en train... En 1 an, tout le monde a compris que c'est un extrémiste qui est à la tête de l'État, un extrême libéral. Voilà. Donc moi, je suis contre les extrêmes, l'extrême droite, l'extrême libérale. Tout ça me paraît déraisonnable. Je pense qu'on peut gouverner ce pays autrement, en se préoccupant du bonheur des gens, de tenir nos devoirs à l'égard de la nature, des animaux. Voilà, des choses comme ça. Là, vous pouvez me rire au nez, mais à la fin, c'est moi qui aurai raison. Françoise, alors, je voulais vous faire réagir à ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, qui a été un de vos amis au Parti Socialiste et qui dit « Mélenchon ne sera jamais une solution gouvernementale pour la gauche. Dans l'histoire, les gauches ne se sont jamais unies sur de la radicalité, toujours à partir d'une offre réformiste. » Jean-Luc Cambadélis. Jean-Christophe, pardon. Oui, Jean-Christophe Cambadélis. Et alors, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Au nom de quoi il est devenu un juge suprême? Pourquoi? Parce qu'il a quitté le trotskisme après tout le monde.
en 1996, alors que le programme commun était déjà derrière nous. Le gars qui rate le train du programme commun, qui rate le train de la deuxième... et il va nous expliquer à nous comment on doit faire. Non mais c'est une plaisanterie. Et qui a envoyé son train à lui dans le mur, qu'est le Parti Socialiste. C'est lui qui est devenu le guide. Je l'aime beaucoup, hein, ceci dit par ailleurs, c'est un type charmant. Mais alors pour la politique, zéro, hein, ça vaut pas un clou. Moi j'ai construit une force avec mes amis, autonome, indépendante. Et les gens vont venir à la rescousse et nous aider. Et nous sommes en train de créer le mouvement du 21e siècle. C'est nous, c'est personne d'autre pour le moment. Et je suis prêt à parler avec tout le monde. Mais ils veulent pas. Ils veulent à la condition que je tire mon chapeau religieusement devant eux en disant « Votre Majesté, les perdants sont devenus les gagnants et moi je ferme ma grande bouche ainsi que celle de tous mes amis. » Voilà. Et bien ça n'aura pas lieu et vous le verrez aux européennes. Merci Jean-Luc Mélenchon et bon dimanche. Merci d'avoir été l'invité.